Arrivé chez lui, tard dans la soirée, harassé par son état déplorable, il s'installe lourdement sur son fauteuil de cuir fauve. Face à lui, posé sur le secrétaire en bois de noyer, l'icône de Dimitri centralise son regard. En effet, quelques mois après avoir fait la connaissance de Nastia, il voulut approcher ce grand jeune homme aux cheveux clairs qui lui avait permis de se rendre en Russie le jour de la grève. Il l'invita au restaurant et ils philosophèrent sur l'avenir du peuple slave. Peu de temps après, Dimitri le logea chez lui pour le temps d'un week-end afin de lui faire partager sa passion. Le soir, après le travail, il se met à peindre des morceaux de bois de bouleau qu'il a lui-même polis. Il pose son pinceau avec ferveur pour former des visages tranquilles qui transmettent une sérénité impérissable à tous ceux qui les contemplent. Il fit l'offrande d'un de ses trésors à ce Français de Provence devenu son ami. L'envie d'écrire m'est venue un petit peu au départ par obligation parce que j'ai un travail de thérapeute et j'ai pas le temps en consultation d'expliquer tout ce que je voudrais dire. Donc les livres sont un bon moyen pour aborder certains sujets que je ne pouvais pas développer dans le cadre de mes activités en cabinet. Donc c'était des livres sur l'hygiène, la nutrition, et à force d'écrire plusieurs livres, je me suis passionné par l'écriture et je me suis mis au roman ou à la philosophie parce que je pense qu'à partir d'un roman, on peut, si on travaille la force des mots, faire passer un message plus profond qui va petit à petit buriner l'être et petit à petit le faire changer aussi. Je pense que la formation de thérapeute m'a beaucoup aidé dans l'écriture. C'est une suite logique pour la simple raison, c'est que j'aime soigner l'individu dans sa globalité. L'homme est un tout. Et quand on reçoit un patient, on essaie d'abord de soigner son terrain organique qui prédispose à une pathologie. Et quand l'organisme est en pleine forme, je vais l'expliquer très simplement, l'inconscient devient capable de lâcher les vieilles peaux du passé, c'est-à-dire les stress que la personne a subis, qui ont pu déclencher la pathologie qu'elle a eue sur un terrain prédisposé. Et ensuite, c'est automatique, si l'individu est en forme dans cette relation corps-esprit, eh bien, il retrouve de l'intuition. Thomas se retire de cette réminiscence. À côté de l'objet sacré, le vase en verre soufflé de Murano contient une belle rose rouge, encore en bouton. Il se met à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il va dire et redire cette phrase du Notre Père tout en admirant l'image de Jésus Pantocrator. Pardonner. La force de ce mot travaille dans son intimité, la tolérance, accepter son prochain à son niveau de compréhension des choses. Thomas se lève, rassasié. Il vient de brûler ses mauvaises pensées. Il penche un peu sa tête pour sentir le parfum que la fleur lui offre. La rose vient de déplier une à une ses pétales pendant qu'il méditait. Il la contemple. Elle ne ressemble pas aux autres roses. En se donnant au monde, chaque pétale de cette magnifique fleur s'est déployé avec un délicat mouvement de torsion pour former un cœur. Cette rose rouge vient de prendre l'apparence d'un cœur. Voilà, donc je viens de vous lire l'histoire de cette rose qui est en photo sur la page de couverture de mon livre. Et mon roman est parti de cette histoire véritable. C'est l'histoire de Thomas qui rencontre plusieurs personnes dans sa vie, qui lui font prendre des chemins différents. Et Thomas va faire des bêtises. Il comprend ses bêtises, il revient sur le droit chemin. Et je pense que la vie est faite de chemins qu'on ne prend pas parce que les gens ont du mal à avoir de l'intuition. Et l'intuition passe avant tout par des organes des sens développés. Les organes des sens, ça sert avant tout à jouir de la vie, dans le plein sens du terme, déguster avec un bon palais, une bonne préparation culinaire, avec de bons yeux aiguisés, regarder un beau paysage, en même temps écouter une bonne musique avec son ouïe, etc. Donc la jouissance de la vie. Et en même temps, grâce à ça, on va développer de l'intuition qui nous permet d'avancer sur le chemin de notre destin en prenant ce qui est bon et en rejetant au plus vite ce qui est mauvais. Et surtout, sans culpabilité et en pardonnant à l'autre si l'autre nous a fait mal, il faut pouvoir
pardonner, et c'est le but de ce livre aussi. À bas la culpabilité et apprenons à pardonner pour se retrouver pleinement dans son être tout entier en fait. L'écriture, elle se fait en plusieurs jets pour moi. Je ne peux pas rester accroché à un texte des jours et des jours durant. C'est des flashs. Pour la rose du pardon, c'est venu à partir de cette rose qui s'est transformée devant mes yeux en forme de cœur. Et comme ça correspondait à mon histoire, on ne sait pas si c'est un hasard ou pas, mais ça correspondait à mon histoire personnelle, j'ai voulu en écrire un roman. Et là, après, est venue l'intuition, bien entendu. Ils ont fait connaissance la nuit dernière. Elle l'a séduit au cours de la représentation. Elle était sur la scène quand elle l'a remarqué dans la salle, assis dans l'orchestre, au milieu du 5e rang. Elle l'a observé maintes fois de ce genre de regard fugitif qui dure une éternité. Quelque chose s'est passé entre eux. Elle le lui confirma à la fin de la représentation, lorsque le public se mit à applaudir les acteurs, lui offrant ce clin d'œil serti d'une pointe de désir. Camille, comédienne talentueuse, à l'avenir prometteur, joue cette pièce dans laquelle on évoque les travers de l'existence. À la fin du dernier acte, le rideau descendit sous un souffle de bravo. Il se leva, tout en méditant sur ce qu'il venait de voir. Il poussa la lourde porte de la sortie en la tenant pour laisser passer une vieille dame à la canne blanche. À cet instant, elle surgit au milieu de la foule. Elle le caressa des yeux comme il la dévisagea lui-même. « Si vous êtes seul, venez donc boire un verre avec moi », osa-t-elle lui dire. Il acceptait volontiers, mais en même temps, il se mit à paniquer dans sa tête. J'ai eu la chance d'avoir, jusqu'à présent, ma vie n'est pas finie, mais j'ai eu la chance d'avoir la plus belle vie du monde, car je ne me destinais pas du tout à faire le travail que je fais actuellement. J'ai été très malade, j'ai pu me guérir notamment par les médecines naturelles et puis d'autres techniques comme la visualisation positive, et ça a changé ma vie. C'est ce qui m'a permis de retrouver des organes d'essence développés, de retrouver de l'intuition, etc. Et il est vrai que dans mes romans, je veux faire passer aussi une partie de mon vécu, ce vécu que je ne me dois pas, qui est extraordinaire et que je ne me dois pas de garder pour moi uniquement. Je veux faire passer ce message pour aider les gens qui sont souvent mal dans leur peau, mal dans cette société, etc. Et le prochain, ça sera un roman, à nouveau, qui part d'ici, dans le cadre des Hautes-Alpes. Donc c'est un jeune qui vit ici, qui est issu d'une famille d'agriculteurs, une famille rurale. Et puis c'est à l'époque de la guerre. Donc il part à la guerre, il est résistant, il subit pas mal d'épreuves dans sa vie. Et puis ensuite, il décide de devenir journaliste. Et il devient journaliste, reporter. Il part dans le monde entier. Et je veux montrer à partir de ça la différence entre les peuples. Nous sommes en Occident très matérialistes, cartésiens. Et je pense que ce comportement nous perd. Alors que si on va à l'extrême-orient, dans Orient, il y a or, il y a la lumière, c'est l'extrême lumière. Ces peuples sont beaucoup plus sensibles que nous et il faut, comme je le disais tout à l'heure, retrouver une sensibilité pour pouvoir avancer aussi dans la vie et oublier ses tracas et aller de l'avant, continuer à être battant et faire changer le monde dans ce sens-là. La montagne qui surplombe le village de Nef est en train de changer de ton. La couronne rocheuse, sertie en son sommet, prend la couleur du sang frais, débordant en contrebas dans la forêt de Mélèze. Le ciel est resté bleu, plutôt sombre, un jour qui s'estompe dans le silence. Il caresse des yeux cette vue magnifique avec une certaine mélancolie. Ce spectacle saisissant le détermine à rentrer au pays. Il travaillait à Paris et dans le monde entier, mais l'heure de sa retraite a sonné. Robert Jourdan vient de décider. Il passera le temps qu'il lui reste à vivre dans la ville de Gap, au sein des Alpes de son enfance. Elle a déniché un logis au numéro 1A, rue Soupumort. Habitation neuve, dernier étage, panorama admirable sur la capitale des Alpes du Sud, ceinturée de verdure, du relief de Céuse, celui de Charance, ainsi que du massif des Écrins au loin. En ce lieu de charme, ils s'évertueront à couler des jours heureux, retrouvant des relents de l'aurore, moments défunts,
où vignes et prairies côtoyaient encore ce quartier ensoleillé, surnommé le Petit Nice par tous les habitants de la cité. Elle aménage avec soin l'intérieur du logis, désirant faire de cet appartement un havre de paix pour son mari. Note d'Orient, d'Occident, sur fond de Méditerranée, se panache avec la décoration simple des fermes montagnardes d'autrefois. Les meubles sont en noyer. Francis, son ami le menuisier, a coupé dans les environs quelques vieux arbres. Il a pris soin de les sécher longtemps, avant de convertir les plus belles planches en tables, chaises, lits, commodes et bibliothèques. Le mobilier provençal est confectionné de cette noble essence depuis l'époque de la Compagnie des Indes orientales, fondée par Colbert en 1664. Louis XIV voulait préserver le bois des chênes. Il ne se gâtait pas, servant à la fabrication de solides galères, prêtes à voguer vers de lointains parages en quête d'étoffes, épices, or et argent.